Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde intitulée Regards croisés sur la migration. Moi, je me présente, je suis Amara Makoul, la rédactrice en chef d'Info Migrants à France 24. C'est une offre en partenariat avec la Deutsche Welle et ANSA à destination des migrants, demandeurs d'asile et réfugiés. Aujourd'hui, en France, on a l'impression que le sujet de la migration est très présent dans les médias, comme dans les débats politiques et sociétaux. Mais comment peut-on caractériser cette présence, cette omniprésence dans le discours public, dans les préoccupations politiques? Et comment qualifier la couverture médiatique, notre propre travail? Comment qualifier cette omniprésence? Quels choix sont faits? Quel regard peut-on porter sur ces choix? Et cette thématique est au cœur des assises du journalisme, à juste titre, car le sujet concerne des pays aussi bien des rives sud que des rives nord de la Méditerranée. Et d'ailleurs, quel regard porte-t-on sur ce phénomène en amont du phénomène, dans le pays d'origine ou de transit? Qu'en est-il de cette couverture médiatique de la question migratoire en Tunisie ou bien en Libye? Est-ce que les enjeux sont les mêmes? Est-ce que les défis de la gestion de cette crise ou bien les défis que rencontrent les journalistes pour couvrir sont les mêmes qu'aujourd'hui en France? C'est notamment à ces questions que nous allons essayer de répondre aujourd'hui et de réfléchir avec les panélistes de cette table ronde. Je suis avec Sophie Beau, cofondatrice de SOS Méditerranée, l'une des principales ONG qui opère des sauvetages en mer, avec Raphaël Kraft, journaliste spécialisé dans les questions migratoires et qui a notamment embarqué sur l'Aquarius, le navire affrété par SOS Méditerranée juste avant l'Ocean Viking. Et nous avons également avec nous Reha Bouhayatia, journaliste en Tunisie pour le site Nawat, et Rim Al-Fallani, journaliste en Libye pour le site Al-Sabah. Merci à tous d'être là. Pour commencer, je vais me tourner vers vous, Raphaël. Comment qualifieriez-vous la couverture médiatique de la question migratoire que nous pouvons avoir en France de manière générale? Écoutez, je vais commencer par une petite anecdote personnelle. En juin dernier, je terminais une série documentaire pour France Culture intitulée « Jeunesse africaine en exil ». Et pour la première fois, je ne me suis pas inquiété pour les personnes que je couvre depuis 10-15 ans, en l'occurrence les exilés, les migrants, les réfugiés, mais je me suis inquiété pour moi, dans la mesure où l'issue des élections législatives était incertaine et programmée pour septembre sur France Culture. Je me posais la question si cette série allait être diffusée. Donc on est dans une situation effectivement qui est terrible, grave, parce que on le voit dans les rédactions, il y a quand même des rédacteurs en chef un peu rétifs à l'idée de parler de la question des réfugiés. C'est aussi devenu un peu un marronnier, dans la mesure où on ne parle plus des migrations que de façon réactionnelle, lorsqu'il y a des morts en Manche, par exemple, et que les travaux de fond sont de plus en plus difficiles à placer. D'autre part, c'est le sujet de dimension nationale et internationale qui compte le moins de spécialistes en France. On est quelques-uns à être spécialistes de ces questions, principalement dans la presse écrite, et il y a beaucoup de pigistes qui travaillent là-dessus. Et je voudrais revenir sur 10 ans de couverture des questions migratoires entre le 12 avril et le 17 juin 2015. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 12 avril, il y a eu un naufrage dans le détroit de Sicile qui a fait plus de 400 morts. Le 19 avril, il y a eu un deuxième naufrage au large de la Libye et de la Tunisie qui a fait plus de 800 morts. Et c'était une question dont on avait entendu un petit peu parler, puisqu'il y avait eu ce fameux naufrage de Lampedusa en octobre, un an plus tôt. Et je pense que c'est ce qui a motivé Sophie Beau à s'investir et à créer SOS Méditerranée en mai 2015. Et les rédactions parisiennes ont réalisé que des personnes qui avaient traversé la Méditerranée se trouvaient à dormir sous un pont au métro La Chapelle. Et donc, il y a eu un certain nombre de journalistes
qui ne sont pas allés en Sicile, qui ne sont pas allés en Libye, qui ne sont pas allés en Tunisie, mais qui sont allés sous ce pont pour aller interviewer des personnes, pour tenter de comprendre ce qui s'y passait. Ça a mis en lumière le fait que ces personnes vivaient depuis des semaines, voire des mois, sous ce pont. Et ensuite, on a vu la mécanique médiatique s'emballer pour constater que la plupart des journalistes qui couvraient cette question étaient des pigistes, parce qu'il y avait, je dirais que le journalisme social est vraiment en baisse depuis un demi-siècle en France. Et donc, il n'y a pas une noblesse à couvrir ces questions migratoires. Et on a vu l'injonction faite par la préfecture de police de Paris, par la mairie de Paris et par différentes associations de faire venir les rédactions au moment de l'évacuation. Et là, on a vu une machine médiatique se mettre en branle tout début juin. Il y avait des camions régis sur le pont de Gessin, parce que moi j'habite juste à côté, et des avant-papiers avaient été faits, c'est-à-dire que telle association, telle ONG, la mairie de Paris, la préfecture avaient invité les journalistes à faire des reportages en amont pour montrer à quel point c'était avec beaucoup d'humanité que ces personnes allaient être traitées, et en fait non. En fait, il y a effectivement une minorité de personnes qui se sont retrouvées logées, prises en charge, notamment administrativement. Et la suite, ça va être 10 années d'errance dans Paris qui vont être couvertes essentiellement par des journalistes pigistes comme moi, comme d'autres. Et donc c'est un peu ça l'état des migrations. C'est-à-dire qu'on a des rédactions, alors je ne parle pas du Monde, je ne parle pas de Mediapart, je ne parle pas d'Info Migrants évidemment, mais on a des rédactions où il y a assez peu de spécialistes et qui réagissent de façon réactionnelle, comme je le disais. Et je parlais d'une chute du journalisme social, mais également une tendance au journalisme narratif qui est de plus en plus présente, une tendance au journalisme de portrait qui a tendance à effacer un petit peu tout le contexte global de la question migratoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en Guinée? Qu'est-ce qui se passe au Parlement nigérien quand l'Union européenne fait du lobbying auprès des parlementaires nigériens pour fermer la frontière au sud du Sahara? Il se passe énormément de choses au-delà de la Méditerranée qui ont une incidence très importante sur les parcours migratoires et sur l'arrivée des personnes en Europe dont on ne parle absolument pas. J'ajouterais une dernière chose, c'est que les spécialistes sont vraiment absents du débat. On va trouver des personnes comme Catherine Vitol de Winden, qui est régulièrement invitée dans les médias, mais ce qu'on qualifie de spécialiste, ça va être le président ou la présidente de France Terre d'Asile. Ça va être le président ou la présidente du HCR ou de l'OIM, qui sont des acteurs qui ont une incidence sur la violence qui est perpétrée sur les mineurs. Je m'explique, France Terre d'Asile est en charge des évaluations de minorités pour les jeunes mineurs à Paris. Ce qu'ils font est assez terrible. Et donc les rédactions ont le sentiment, lorsqu'on invite le président du HCR ou la présidente de France Terre d'Asile, on a quelqu'un de raisonnable, on a quelqu'un de gauche, on a quelqu'un qui connaît les migrations, et les chercheurs sont vraiment absents des médias, alors que énormément de travaux ont été accomplis depuis ces 10 dernières années, notamment sur la question de l'ouverture des frontières. Quelles seraient les conséquences de l'ouverture des frontières? Est-ce qu'on assisterait à une invasion, entre guillemets? Non, je ne crois pas. Énormément de travaux ont été faits sur les mineurs non accompagnés, et on en est encore à considérer les questions migratoires selon un schéma des années 70, selon un schéma du début des années 2000, alors qu'il y a un vivier, notamment je pense au laboratoire Migrinter de Poitiers, de personnes qui pourraient vraiment aider sur la compréhension des enjeux globaux sur les questions migratoires. Mais alors, si je comprends bien, si je résume en fait ce que vous dites, c'est un constat que la couverture de la migration, elle est réactionnaire. On peut aussi la qualifier d'événementielle. Réactionnelle, pardon. Elle est aussi réactionnaire. Oui, réactionnelle. Et elle suit effectivement la parole politique. Ouais, on l'a vu lors du démantèlement de Calais.
il y a eu un accompagnement par la presse de ces initiatives, fort louables d'ailleurs, de relocalisation en France, où là, la presse accompagnait le ministre de l'Intérieur. Et aujourd'hui, malheureusement, enfin, j'allais dire malheureusement, on n'a plus le même ministre de l'Intérieur, mais on a toujours eu des ministres de l'Intérieur un peu bizarres en France. Mais aujourd'hui, on suit effectivement le discours de M. Retailleau, et il n'y a absolument aucun suivi sur les conséquences que peuvent avoir les différentes circulaires ministérielles pour multiplier les OQTF, alors que ça a une conséquence dramatique pour un certain nombre de personnes. Et on invisibilise aussi les voix des acteurs économiques. J'ai fait récemment un documentaire dans la Marne. Et bien, figurez-vous que tous les patrons de droite, la Chambre de commerce, étaient vent debout contre les politiques qui sont mises en place, parce que les jeunes adultes, je pense notamment aux mineurs guinéens qui sont les seuls apprentis dans les entreprises de bâtiment, eh bien, ils se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles. Et cette parole rationnelle, on ne l'entend pas. La couverture est très souvent soit réactionnaire, soit misérabiliste en quelque sorte. C'est une couverture, donc en somme, événementielle. On réagit à chaud quand un gros événement se passe. La conséquence, c'est souvent que l'image donnée est négative. Les migrants ou les exilés sont assimilés à quelque chose de mortifère, de problèmes, des violences, des rixes. Vous avez parlé de marronniers également. Nous qui couvrons, à Info Migrants comme vous, la question migratoire tous les jours et de manière rapprochée. La question des naufrages est également quelque chose sur lequel nous nous interrogeons. Comment couvrir les naufrages ? On pourrait prendre, et les sauvetages opérés en mer, on pourrait prendre cet exemple précis pour se demander également comment ils sont perçus dans les médias, comment on les présente, comment on parle de l'action de sauvetage en mer. Là, je me tourne vers vous, Sophie Beau, c'est votre domaine. Vous êtes, pour ainsi dire, en première ligne et un témoin neutre des choix que font les médias sur cette question. Qu'en pensez-vous de la place et de l'image qu'ont les sauvetages dans la couverture médiatique ? Bonjour. Merci pour cette invitation d'abord de SOS Méditerranée dans ce panel sympathique avec des amis journalistes qui couvrent nos sujets, et nous en sommes très, très, très heureux d'être invités avec vous à réfléchir ensemble. Je ne dirais pas que je suis un témoin neutre, car nous sommes un acteur de la situation en mer Méditerranée centrale, donc peut-être déjà petit préalable. Je suis engagée pour que la Méditerranée ne soit plus un trou noir qu'il a été pendant des années avant le naufrage de Lampedusa, qui avait mis la lumière en France, parce qu'en Italie, il y avait de la lumière déjà, mais en France, en tout cas, sur ces naufrages terribles, parce qu'il avait eu le bon goût, ce naufrage-là, de se dérouler devant les côtes de Lampedusa, et qu'il y avait des télés qui pouvaient filmer. Et c'est ça qui fait qu'on s'est ému en Europe et en France face à ce naufrage. Donc, vous vous rendez compte, c'est fou. C'est fou. D'où vient l'émotion publique face à ces naufrages ? Elle vient des circonstances qui font qu'un des naufrages a eu lieu devant les côtes de Lampedusa, à mon avis. Mais donc, nous travaillons seulement depuis 2015, effectivement. Alors, c'est pas ce naufrage-là qui a poussé SOS Méditerranée à se créer, c'est la fin de l'opération Mare Nostrum qui a été menée par l'Italie pendant 1 an et qui a permis de secourir 150 000 personnes et qui, face à tous les vents contraires de l'Union européenne, a dû cesser puisque les États européens ont fait tout ce qu'il fallait pour ne pas soutenir l'Italie dans cette grande mission de sauvetage étatique menée par la marine italienne. Donc voilà, petit préalable. Autre élément quand même de non-neutralité, la visibilité pour SOS Méditerranée, c'est la condition de notre existence. Si nous ne sommes pas visibles, si cette crise humanitaire n'existe pas, nous n'avons pas de dons. Or, nous n'avons pas non plus beaucoup, nous en avons un peu, de subventions. Nous n'avons que 9% de notre budget qui est constitué de subventions, dont la ville de Marseille, qui est notre plus grand financeur public aujourd'hui. Mais sinon, ce sont 91% de dons privés. Et donc, ces dons, ils viennent par le grand public qui est sensibilisé par les médias. Donc, je ne suis pas du tout un témoin neutre, et c'est important de le redire.
Ensuite, moi, ce que je dirais sur le regard des médias, c'est que j'ai été frappée à la création dès la création de SOS Méditerranée, donc en 2015, par d'abord cette exceptionnelle mobilisation citoyenne sans laquelle nous ne serions pas là, encore aujourd'hui, et aussi par cet écho médiatique très important. Alors, il se trouve que SOS Méditerranée, par hasard, ça c'est vraiment le hasard du calendrier, a pris la parole publiquement en septembre 2015 pour la première fois au MUSEM à Marseille. C'est tombé une semaine après la photo du petit Thaïlande sur les plages en Turquie. Donc on était dans un moment d'intérêt médiatique de pic et d'émotion publique en pic aussi. Et donc je pense que l'intérêt des médias doit se remettre dans ce contexte-là, était sincère aussi parce qu'il y avait une attente très forte que moi j'ai sentie vraiment dès nos premières conférences de presse sur ce que nous proposions, qui s'appelait à l'époque « Un bateau pour les réfugiés ». Vous voyez que ce n'était pas très articulé comme projet encore, mais vraiment un écho médiatique important, et notamment autour de notre crowdfunding qu'on a pu lancer à ce moment-là et qui nous a permis d'affréter l'Aquarius. Donc il y a eu quand même un soutien, je dirais, important des médias, de certains médias, mais globalement un soutien des médias pour relayer cette initiative et un intérêt très fort. Et alors vraiment, comme je le mentionnais tout à l'heure, la société civile n'avait pas accès à la Méditerranée centrale. C'était un trou noir parce qu'il y avait seulement des bateaux militaires qui n'embarquaient pas de journalistes ou très 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 rarement. Et donc en fait c'était un trou noir, quoi. C'était un espace non accessible à des journalistes d'investigation ou même de hot news. C'était pas accessible. Donc voilà, ça c'était le contexte. Nous, notre intérêt aussi dans nos relations avec les médias, c'est vraiment de sortir cette crise humanitaire de l'invisibilité, de l'oubli. Alors dans le contexte de 2015 où je dis ça n'existait pas encore tellement en France, ça avait été mis en lumière, oui, par le naufrage du 3 octobre 2013 face à Lampedusa, et ensuite par la photo du petit Thaïlande, mais sinon, en fait, effectivement, il y a eu les 2 naufrages qui se sont suivis en avril 2015, mais il y avait peu quand même d'intérêt médiatique sur le sujet. Et surtout, ce qui n'existait pas, et alors ça a été très très frappant, et ça a été même un choc pour nos équipes quand on a démarré les activités, les opérations en février 2016, nous on a découvert vraiment, pourtant on s'était bien documenté avant, on pensait, on a découvert l'ampleur du système de traite humaine qui était mis en place en Libye avec ces réseaux de traite qui aboutissaient dans des camps informels qui étaient contrôlés par des mafias en très grande porosité avec les gardes-côtes libyens, voire les autorités libyennes. Et donc, on a eu des témoignages incessants, récurrents, concordants sur cela, et on a été extrêmement choqués parce qu'en fait, c'était pas du tout entendu. Ces témoignages n'existaient pas au niveau médiatique, en tout cas en France, mais même assez largement dans les différents pays en Europe. Ça a été très difficile d'ailleurs pour nous de rendre cela entendu, entendable, de se faire entendre des médias. On alertait, alors à part quelques journalistes très motivés qui sont venus embarquer sur l'Aquarius dès le début, dont Raphaël a fait partie, puisque tu as embarqué dès 2016, me semble. 2017. 17. Voilà, enfin assez tôt. Mais c'était quand même, encore à l'époque, le terme enfer libyen ne voulait rien dire. Alors que maintenant, aujourd'hui, quand on parle de cela en France, les gens comprennent de quoi on parle. On parle de ce système de traite humaine dans lequel sont prisonniers, sont enfermés ces personnes, les réseaux qui aboutissent en Libye, et cette extorsion de fonds par la torture, par le viol, par tous les sévices qui ont été décrits de maintes et maintes fois. Donc ceci maintenant est constitué, documenté. Il y a eu des sanctions d'ailleurs aussi des Nations Unies dans la suite de tout cela sur les chefs de traite humaine de ces réseaux et certains des gardes-côtes libyens notamment.
Mais ça a été extrêmement compliqué et je vous avoue qu'on a eu des moments de désespoir. On se disait mais c'est pas possible. À chaque fois qu'on nous invite et qu'on nous donne la parole, nous on répond aux questions bêtement. Donc il faut apprendre à pas répondre aux questions. Il faut savoir imposer ses sujets, mais ça c'est pas notre métier. Et jamais on nous pose des questions sur cette Libye et sur cet enfer libyen. Et l'angle, et alors je vais venir un peu à l'angle, est beaucoup plus soit événementiel, soit héroïsant, avec cette action des marins sauveteurs qui va être présentée comme quelque chose de noble, d'héroïque. Alors c'était au début, surtout, parce qu'on est passé des héros aux presque criminels, quand même. Aux passeurs. Mais il y avait quand même cette espèce de traitement assez héroïsant de notre action, de manière assez généralisée. Peut-être juste sur cette histoire de vocabulaire, moi ça me frappe aussi énormément de se dire qu'on parlait de boat people il y a 50 ans pour désigner toutes ces personnes qui ont quitté les pays d'Asie de l'Est, en mer de Chine, et il y avait une action consensuelle d'accueil et d'hospitalité en France notamment et dans d'autres pays. Voilà, où sont passés les boat people. Pourtant, toutes ces personnes qui traversent la Méditerranée sont aussi des boat people. Pourquoi c'est plus des boat people? Alors maintenant, ce sont des migrants, donc il y a eu ce glissement sémantique. Et nous refusons de les appeler des migrants. Donc en fait, on fait un peu de provocation, notamment quand on fait de la sensibilisation auprès des scolaires. On dit, nous ne secourons pas des migrants. Alors les jeunes, ils nous regardent, ils disent, ah bon, vous faites quoi? Eh bien, nous secourons des personnes en détresse. Et en fait, cette catégorisation de migrants qui ne correspond à rien dans le droit de la mer. On n'a pas besoin de savoir si c'est des migrants ou pas des migrants. On secourt des personnes qui sont en détresse, en danger de mort en mer, et il y a un devoir d'assistance inconditionnelle en mer, et donc on porte assistance en fonction du droit de la mer. Donc on ne fait pas cette distinction. Peut-être le dernier point que je voudrais soulever, si j'ai encore un peu de temps, c'est vraiment sur les angles médiatiques sur lesquels on constate un petit peu que ce sujet a été traité depuis que nous, on est présents en mer. Donc nous invitons, encore une fois, les journalistes à embarquer à bord parce que pour nous, c'est important, ça fait partie de notre mission de témoignage, qu'il y ait une documentation, un accès indépendant et un traitement de l'information indépendant. D'ailleurs, c'est notre meilleure protection, je dirais aussi, que vous puissiez faire votre travail et qu'on arrête de nous accuser de tout. Je veux dire, franchement, si on était passeur, vu le nombre de journalistes qui sont passés à bord du bateau, vous êtes vraiment pas bon, parce que vraiment, je ne sais pas comment on pourrait échapper à vos regards affûtés. Donc voilà, c'est vraiment important pour nous. C'est une garantie éthique aussi, de se dire qu'il y a des personnes qui vont documenter de manière indépendante. Néanmoins, ce qu'on peut quand même... Alors, on va généraliser, évidemment, il y a beaucoup d'exceptions, mais des tendances quand même que je peux repérer, c'est qu'il y a eu vraiment une tendance, donc je le disais, à l'héroïsation, mais aussi à traiter tous ces sujets, sous l'angle du fait divers, de l'événement. Alors, l'événement exceptionnel du naufrage, l'événement exceptionnel du sauvetage, ce sont des événements exceptionnels. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est intéressant de voir, on a fait une petite recherche dans les retombées presse sur SOS Méditerranée, que ça n'a absolument rien à voir, les retombées médias qui mentionnent SOS Méditerranée, avec le nombre de morts en Méditerranée. C'est pas ça, en fait, c'est pas les années où il y a le plus de morts qu'il y a le plus de retombées médias. C'est les années où il y a des événements politiques tels que des coups de poing tels que Matteo Salvini qui ferme les ports en Italie à l'Aquarius qui doit aller à Valence. Alors là, on a un énorme pic de retombées médias. Et la deuxième année sur 10 ans d'existence de SOS Méditerranée de pic, c'est Toulon, novembre 2022, quand nous sommes arrivés avec l'Ocean Viking et 234 rescapés pour débarquer à Toulon pour la première fois en France. Et là aussi, énorme pic de retombées médiatiques en France pour SOS Méditerranée. Donc on est sur un angle hot news, on est sur un angle un peu sensationnaliste et un peu polémisant parfois, et pas sur le fond. Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir des sujets de fond sur les conditions, sur les raisons de départ, sur la manière dont cette traite humaine se constitue. Moi, je suis par exemple très étonnée. La dernière fois que j'étais sur le bateau, là, en 2023, de tout ce qui se passe avec les Bangladais. Il y a
Les Bangladais, on secourt énormément de Bangladais. Quelles sont les raisons de la présence d'autant de Bangladais sur notre bateau au milieu de la Méditerranée? Eh bien, il n'y a pas d'enquête là-dessus. C'est frappant. En fait, on ne comprend pas. Et... En préparation. Ah bah super. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais vraiment, sur les raisons et les parcours, c'est compliqué. Il y a peu de traitement de fond. Et aussi sur les violations du droit par les États et tous les enjeux géopolitiques, je trouve que c'est d'une pauvreté. C'est sidérant. Alors là, pour le coup, je suis sidérée par l'absence d'analyse, parce qu'il y a quand même des médias dont c'est le métier aussi de faire des enquêtes d'investigation un peu plus poussées. C'est très pauvre. Je trouve ça très pauvre. Voilà. Peut-être encore une dernière tendance que nous avons repérée plus récemment, c'est la politisation extrême dans laquelle on nous met en permanence par rapport à une action humanitaire qui, quand même, je le rappelle, consiste à aller sauver des vies en mer. Mais tout est politique. C'est-à-dire, on va faire une sensibilisation scolaire. En Bretagne, on a droit aux parents vigilants, les groupes d'extrême droite qui se mobilisent, etc. Hop, un article de presse. Oui. Est-ce qu'il y a pour corollaire une dépolitisation de vos messages ? Je ne suis pas sûre. Ça se discute, à voir. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une couverture aussi médiatique qui s'intéresse à la polémique et aux arguments de nos détracteurs. Et ils sont de plus en plus audibles. Et ça, franchement, pour moi, c'est frappant de voir à quel point, par exemple, les histoires de subventions. Mais vous vous rendez compte qu'on a des articles dans la presse pour des subventions de 5 000 € de telle ou telle collectivité. C'est complètement hallucinant. Quelle autre association en France a autant de couverture médiatique sur des sujets comme cela? Parce qu'il y a tellement de polémiques et on a tellement de détracteurs qui instrumentalisent cette situation que ça fait l'objet de retombées médiatiques. Et il y a vraiment maintenant une tendance à aller traiter le fait à partir du discours de nos détracteurs avant même que nous, on ait pu s'exprimer. En fait, c'est assez sidérant de voir ces évolutions de manière encore globale. Je ne veux pas dire que tout le monde a cette même approche. Il y a évidemment beaucoup plus de finesse dans certains médias. Voilà. Et un décalage de plus en plus quand même vers la droite, même pas vers la droite, vers l'extrême droite du narratif sur la migration. Donc on le voit en 10 ans, il y a une évolution pas tout à fait positive de la couverture qui reste très événementielle, sensationnaliste et de plus en plus clivante, qui suit les politiques. Vous avez notamment parlé des interceptions, des mauvais traitements subis par les migrants en Libye qui sont vendus sur des marchés aux esclaves, torturés, rançonnés. On a Info-Migrants et dans beaucoup d'autres médias beaucoup couvert cette question-là. Moi, je vais soulever le point pour poursuivre de l'accord que l'Italie a passé avec notamment la Libye, qui prévoit de financer, équiper, former les gardes-côtes libyens pour qu'ils mènent des opérations que Info-Migrants on qualifie d'interception en mer et non pas de sauvetage, pour ramener ces personnes migrantes en Libye. Elles sont directement remises en centre de détention où elles subissent les mêmes sévices qu'elles fuyaient. Et la couverture, la qualification de cet accord Italie-Libye, dans certains médias, évidemment pas dans tous, certains dont Info-Migrants, mais d'autres aussi, ont couvert le revers de la médaille de cet accord-là. Mais on a vu quand même récemment, en début d'année, des articles plutôt positifs, louant un bilan positif de baisse des arrivées en Italie grâce aux opérations d'interception en mer en Libye. Et là, je me tourne vers vous, Rima. Cette question des interceptions en Libye et même de la situation des personnes migrantes venues d'Afrique subsaharienne en Libye, comment est-elle perçue? Comment est-elle couverte? Et quelle place elle a dans les médias de votre pays? أنا طبعا قادمة من مدينة هي في جنوب ليبيا وهي مدينة قريبة جدا من الحدود التي يأتي منها هؤلاء المهاجرين فنحن مدينة عبور ويتم تهريب البشر من هذه المدينة نحو الشمال حتى تصل إلى السواحل الليبية ومن ثم يعني
ترحيلهم أو تهجيرهم إلى أوروبا. هذه طبعا احنا نعرف أن ليبيا لم تصادق على اتفاقية حماية اللاجئين في عام 1951، فالدولة الليبية تعتبر هؤلاء المهاجرين هم خارجين على القانون، وجودهم غير قانوني. ولكن في نفس الوقت هناك تواطؤ من كل الحكومات على مر السنوات في تهريب البشر. أيضا السلطات المحلية تتورط أيضا في تهريب البشر. مؤخرا أصبح موضوع تهريب البشر موضوع حساس، وهو ملف أمني بامتياز. أيضا أصبح فيه كلام عن التوطين أو توطين اللاجئين أو المهاجرين في ليبيا، وهذا الموضوع طبعا يواجه باستهجان كامل من الليبيين، وهذا يضعنا نحن كإعلاميين وصحفيين في موقف صعب في تغطية قضايا الهجرة، لأن هذه المواضيع أصبحت ممكن أن تسبب اتهامنا بدعم توطين البشر أو توطين المهاجرين في ليبيا، أو أننا نتبع جهات أجنبية تقوم بالتخطيط لتوطين البشر. مؤخرا كان في اتفاقية بين ليبيا وإيطاليا لإعادة المهاجرين من البحر. هذا طبعا سبب أن عدد المهاجرين في ليبيا الآن حوالي 2 مليون مهاجر حسب منظمة الهجرة الدولية IOM، وهؤلاء هم فقط المسجلون، يعني العدد ممكن أن يكون أكثر من ذلك بكثير. هذا العدد الكبير هو عبء على الدولة الليبية، من حيث أن ليبيا دولة أزمة، يعني عندها أزمة سياسية واقتصادية حاليا، وهذا طبعا سبب بعض الإرباك في تغطية كل القضايا التي تتعلق بالهجرة في ليبيا. مثلا أنا كصحفية لا أستطيع مثلا الحديث عن قصص صحفية إنسانية تخص المهاجرين بشكل مباشر، مثلا قضايا كمثلا سيدة مهاجرة تريد الإنجاب في مستشفى عام. لو أنا كتبت عن هذه القضية سأتهم بتوطين المهاجرين أو تشجيع وجود هؤلاء المهاجرين. أيضا العصابات أو المهربين الآن يشكلون نوع من التهديد للصحفيين، خاصة مثلا في مدينتي. من الصعب مثلا أن نذكر المهاجرين الذين يرتبطون بقبائل كبيرة، هي قبائل لها قيمة ووزن داخل مدينة سبها، وهم متورطون بشكل مباشر في تهريب البشر إلى الشمال. أيضا هذا يعطي موضوع الهجرة نوعا ما نوع من عدم وجود حاضنة يعني للحديث عن هذا الموضوع في داخل البلاد. طبعا نحن نحاول دائما التحايل في تغطية قضايا المهاجرين بأن نكون يعني قدر الإمكان حذرين جدا في هذا الموضوع. الليبيين بشكل عام يعني يهتموا بقضية الهجرة عندما تكون الموضوع متى يتعلق إنسانيا بوجود جثث أو عمليات تعذيب نسمع عنها في الإعلام من الخارجي، أو يعني أكثر الأحيان. يعني أنا شخصيا دائما عندما أغطي قضايا الهجرة أتعامل مع منصات أجنبية حتى أستطيع الحديث يعني بحرية عن هذا الموضوع. الإعلام الليبي ينقسم إلى إعلام رسمي وإعلام رسمي وحكومي وإعلام خاص، ولكن الإعلام الحكومي والإعلام الخاص يتفق تقريبا في الخط العام لتغطية قضايا الهجرة. للأسف أيضا ليس الحكومة الليبية فقط هي متورطة في موضوع الهجرة، أيضا الحكومات الأوروبية مثل الحكومة الإيطالية يعني التي لا يهمها يعني ترغم المهاجرين على العودة بدون إيجاد حلول حقيقية. قامت IOM بإطلاق مشروع العودة الطوعية للمهاجرين،
لكن ما يحدث في الواقع على الأرض هو عودة إجبارية لهؤلاء المهاجرين، حيث يتم تجميعهم من الشوارع ومن المناطق. يعني أنا أعرف مثلا بعض الأشخاص المهاجرين يعملون في التنظيف في المكان عملي، أحيانا يضطرون للاختفاء تماما، يعني لا يأتون إلى العمل. عندما نتواصل معهم بالهاتف لماذا أنتم لا تأتون، يقولون إن هناك دوريات للقبض على المهاجرين في الشوارع وتسليمهم للIOM وترحيلهم. أنا آسفة لهذا القول، ربما يعني ما يشاع أن الIOM تقوم بالعودة الطوعية، ولكن أنا أؤكد لك أن العديد منهم يتم ترحيلهم بعودة إجبارية، يعني يتم جمعهم من الشوارع وغيرها ويتم ترحيلهم. هذا الموضوع حاولنا الحديث عنه. هناك بعض النشطاء يتحدثون، طبعا لا يتم، أنا كصحفية لن أستطيع أن أنشر هذا الشيء مثلا في الصحيفة التي أعمل بها، لأنه لن ينشر لي يعني حتى ولو كتبته، ولكن بعض النشطاء على السوشيال ميديا يقومون بالنشر والحديث يعني عن هذا الموضوع، وهو يشكل خطر على حياتهم، لأن هذا الموضوع يتم السكوت عنه يعني من كل الأطراف، حتى بعض الأطراف الأوروبية، يعني لأن لا يوجد حلول. الآن أعداد المهاجرين أعداد كبيرة جدا، وخاصة أن بعض المهاجرين يختار العودة الطوعية أحيانا للعودة لبلاده لرؤية أهله وغيرها، وثم يعود بنفس الطريقة متسللا من الحدود، ولا يوجد في ليبيا نظام لمعرفة إذا كان هذا المهاجر كان هنا من قبل أو لم يكن. Comme le système du blanc en Europe, par exemple. أي نعم هذا يعني نفس هذا السيستم غير موجود في ليبيا. Donc on voit qu'il y a énormément d'obstacles pour la couverture médiatique du sujet en Libye, de la part des autorités. Vous n'avez pas vraiment de marge de manœuvre. Il y a comme un tabou et vous prenez des risques quand vous couvrez ces choses-là. J'ai l'impression que ça peut faire écho également à ce qui se passe en Tunisie depuis quelques années, depuis le discours très anti-migrant du président Kais Saied. Quelle est la situation? Qu'est-ce que vous constatez, Rihab Boukhayat, en Tunisie, et quels sont les défis que vous rencontrez dans votre travail sur ce sujet-là? Bon, il y a eu un changement concernant le traitement de la question migratoire. On veut parler d'après la Révolution, on parlait plutôt des disparus, des Tunisiens disparus en mer, parce qu'il y a eu des arrivées massives de Tunisiens sur les côtes italiennes à l'époque. Les choses ont changé depuis que la Tunisie est devenue un pays de transit pour les migrants subsahariens et d'installation provisoire. Bon, on peut s'étaler sur les raisons de cette installation des migrants. Ils travaillent, ils cotisent pour pouvoir faire la traversée. Du coup, j'ai moi-même commencé à travailler sur cette question bien avant le discours de Kais Saied, sur l'accès à la santé, sur la précarité économique concernant les migrants. Donc, il y avait un problème il y avait une problématique à traiter concernant la présence de migrants en Tunisie, la situation humanitaire, etc. Après, il y a eu un revirement total après le discours de Kais Saied, qui est un discours virulent, anti-migrant et très populiste. Il n'est pas seulement contre la migration, mais il parle du fait qu'il menace l'identité arabo-musulmane de la Tunisie. Il parle de la composition démographique de la Tunisie, de changement démographique. Donc malheureusement, ce discours il est audible auprès d'une partie de la population tunisienne. C'est regrettable, mais après c'est une autre chose, un autre débat. Et pour le traitement de cette question depuis ce discours-là, en fait, on ne peut pas dissocier le traitement médiatique de la question de la migratoire du contexte politique. Et le contexte politique actuel est marqué par la répression. Elle est de plus en plus grande.
et touche des opposants politiques, mais aussi des activistes ou même des Tunisiens qu'on ne connaît forcément pas, qui pour un commentaire sur un réseau, sur Facebook ou autre, ils se trouvent poursuivis, emprisonnés. Et donc il y a la répression s'accentue, et avec à l'aune de cette répression, le traitement médiatique aussi des questions brûlantes comme la migration, elle change. Donc du coup, on peut dire qu'il y a des médias qui sont trois catégories de médias. Les médias nationaux qui sont devenus plutôt des médias gouvernementaux, dont la ligne éditoriale s'aligne sur le discours du régime de Kais Saïd. Donc on revient à la case Ben Ali. Donc ils reprennent leurs habitudes. Ça n'empêche qu'il y a des gens qui veulent bien faire leur travail, sont très minoritaires, mais le système au sein des médias gouvernementaux ne permet pas cette liberté. Il y a les médias privés. Dans les médias privés, il y a plusieurs raisons liées. Le traitement médiatique change. Il y a le facteur, ou bien il y a des articles non approfondis, 3 paragraphes, parce que le système économique il est à questionner. Les journalistes sont amenés à produire plusieurs articles pendant la journée. Du coup, on n'a pas le temps d'approfondir ces questions-là. Il y a aussi l'acheter. Il y a des gens qui ils ont peur, ils ont choisi le camp du régime en fait. Par manque de courage. Par manque de courage, vous voulez. Par manque de courage, donc il y a de la censure et de l'autocensure. N'oublions pas qu'il y a le patron d'un média, d'une radio en Tunisie qui est très populaire et il est poursuivi et il est condamné par la justice, vient d'être condamné. Donc il y a une peur. Au sein de la rédaction, il y a de la censure, de l'autocensure. Et il y a une autre catégorie de personnes, il y a aussi, je ne peux pas le nier, il y a la précarité économique des journalistes. Les gens, ils ont peur, donc du coup, ils ne traitent pas ces thématiques, ils ont peur de perdre leur emploi. Donc il y a plusieurs facteurs, on peut parler très longtemps de tous ces éléments-là, mais grosso modo, c'est ça. Après, il y a les médias indépendants. Comme nous, Nawet, on n'est pas très nombreux en Tunisie. Et comme tous les voix critiques, et nous faisons partie de ces voix critiques, nous faisons face à une répression, à un risque d'emprisonnement, de poursuite judiciaire pour avoir traité des thématiques liées à la migration. Donc, il y a la peur, mais c'est pas la peur, on est cerné de toutes parts sur le plan financier parce qu'on est des médias indépendants, donc on est financé par des bailleurs de fonds étrangers, donc d'où l'accusation d'être à la solde de l'étranger. Ces discours-là touchent les médias indépendants et aussi la société civile en Tunisie, comme on est aussi un média sous forme d'association. Donc, on est attaqué, cerné sur le plan économique. Il y a des blocages pour accéder à nos fonds, etc. Il y a des amalgames entre l'indépendance financière et l'indépendance éditoriale, parce c'est vrai, on n'est pas indépendant financièrement, mais on l'est sur le plan éditorial. Tant que ce financement n'est pas conditionné, il n'y a pas de problème pour le moment de recevoir ces fonds. On peut parler aussi du modèle économique de ces médias. On n'a pas la possibilité. Les Tunisiens n'achètent pas, ne payent pas pour lire un article. Le système des dons ne marche pas en Tunisie, etc. Les subventions publiques non plus. Donc, on a des problèmes concernant le financement. Donc, notre existence, elle est en jeu. C'est
ces problèmes-là sont liés au fait qu'on est des médias opposants, qu'on traite les questions migratoires, qu'on est attaqué sur ça. Et il y a aussi, on est poursuivi pour, par exemple, notre directeur exécutif, le président de l'association de Nawet a été interrogé pour un blog qui a été publié sur Nawet sur la question par une personne qui a parlé, donc qui ne fait pas partie de la rédaction. On a une rubrique dédiée au blog Anawet qui a parlé de la migration en Tunisie. Elle a utilisé le terme épuration ethnique concernant la politique de chasse aux migrants Kais Saïd. Donc on est poursuivi, l'affaire n'est pas encore classée. Donc il y a des formes, il y a une répression qui est là. On a vu comment une chroniqueuse, une avocate qui s'appelle Sonia Dahmeni, elle est actuellement en prison pour avoir dit un mot critiquer la politique migratoire de la Tunisie. Donc elle est actuellement en prison. Donc on voit comment les gens... On voit bien que votre travail est rendu quasi impossible. Mais du coup, cette impossibilité de couvrir cette question, alors qu'elle est cruciale, en tout cas au regard de ce qui se passe, quelles conséquences ça a sur l'opinion publique ? On peut prendre par exemple la situation à Sfax ou près de Sfax, dans les Oliveraies que nous couvrons de manière très rapprochée depuis plus d'1 an. Il y a des personnes là qui sont par centaines, qui vivent dans des conditions humanitaires terribles, qui souffrent de plusieurs maladies. Il y a un médecin sierra-léonais qui a établi une sorte de mini-clinique de campagne. Il manque de tout. C'est totalement rudimentaire. Et j'ai l'impression que les habitants de Sfax, les Tunisiens eux-mêmes, ne se doutent pas d'à quel point la situation humanitaire de ces personnes, il y a parmi eux des femmes qui accouchent, il y a des petits-enfants en très bas âge, ne se doutent pas de cette situation-là. Et cette question n'est traitée ou n'est abordée que sous l'angle des personnes qui occupent un terrain privé et qu'il faudrait donc récupérer. Et voilà, on a deux visions qui s'entrechoquent. Quelle est la responsabilité des médias difficiles, mais du pouvoir qui étouffe les médias dans cette absence totale de compréhension de part et d'autre ? D'abord, pour Sfax, Jbenina, etc., on a même une députée qui part, Fatma Msedi, qui alerte sur le nombre important de femmes qui accouchent en Tunisie. Donc ça alimente les discours sur la composition démographique en Tunisie. On a vu une journaliste faire un article sur ça. Donc on voit aussi des journalistes, soi-disant, qui font un travail approfondi, mais qui en fait alimentent en quelque part la haine ou le racisme envers les migrants. De notre côté, nous, on est allé à Sfax, on a couvert ce qui se passe à Sfax. C'est difficile de faire la couverture, il faut être prudent. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est lié à la répression, donc il faut être prudent. C'est pas du tout facile pour les journalistes. La répression, les policiers aussi reprennent leurs habitudes. C'est plus les journalistes ne sont pas les bienvenus pour traiter ce genre de choses. Il y a aussi la difficulté de se déplacer, de couvrir. Il y a aussi de l'opacité qui est là. On n'a pas, par exemple, le contenu de l'accord entre la Tunisie et l'Italie. Les montants, par exemple ? Le montant, on l'a, mais quelle est la nature de cette coopération ? Du coup, pour chercher cette information, heureusement, on fait partie du réseau des médias indépendants qui, je vais les citer, avec ce réseau, on a pu
On a pu avoir quelques informations du côté des Italiens, ce réseau qu'on rassemble donc Nawait, Safir l'Arabi, Bab el-Med, Madame Masr, Maghreb émergent, Machallah News, Habr, Orient 21, et on essaye de notre côté, à l'échelle du réseau, d'échanger de l'information parce qu'il y a beaucoup d'opacité du côté italien. Donc nos collègues en Italie, ils nous ont fourni quelques informations aussi du côté des autorités italiennes. Les choses sont plus accessibles, les informations sont peut-être plus accessibles en Italie qu'en Tunisie. En Tunisie, donc, il n'y a pas vraiment d'informations sur ces accords-là, ni comment la Tunisie gère la question des frontières avec d'autres pays du subsaharien, ni avec comment ça se passe avec l'Algérie, la coopération avec l'Algérie et la Libye, sachant que ces migrants sont refoulés vers les frontières algériennes et libyennes, où il y a beaucoup, on parlait des sévices, mais l'OMCT, l'Organisation mondiale contre la torture, parle aussi de mauvais traitements, de torture du côté libyen et du côté tunisien, et même de trafic, de vente de migrants. Le terme a été utilisé. Donc, il y a de l'opacité maintenant. Comme Kais Saïd s'est attaqué dans un de ses discours, dans un de ses nombreux discours sur la migration, il s'est attaqué, à part la société civile, parce que c'est une rhétorique chez lui, au HCR et à l'OIM. Et depuis, moi, personnellement, j'ai plus la possibilité ils ne répondent plus à mes questions. Donc encore plus d'opacité. Donc ils ont peur, sachant que les organisations internationales sont toujours un peu prudents en Tunisie avant les discours, mais là, ils ne répondent même pas. Elles ne répondent même pas à ces associations. Donc c'est difficile d'avoir des chiffres. On parle beaucoup, comme en Libye, du retour volontaire. Bien sûr, les médias, c'est facile de balancer des articles comme ça, 1000 machins. Je ne sais pas combien le nombre de retours volontaires. C'est annoncé de façon récurrente ces derniers temps, mais on a de côté de l'OIM, on doit savoir quels sont les chiffres, dans quelles conditions, quelle est la nature de la coopération entre la Tunisie et l'OIM pour le rapatriement de ces migrants. Donc, pour avoir l'information, il faut bien interroger les personnes concernées. Et là, c'est difficile, ça devient de plus en plus difficile. Ils ont peur aussi, et on le dit en off. Donc, pour pouvoir travailler un peu, parce que c'est plus évident aussi de leur côté, malgré les lacunes concernant leur travail, on leur reproche ça depuis des années. C'est pas, mais et là, pour eux, c'est plus évident non plus de travailler et non plus de coopérer avec les autorités tunisiennes et de communiquer même avec par rapport à leur travail. Même avec des journalistes non tunisiens. Même avec les journalistes, même avec des médias comme nous, les médias indépendants qui nous allons sûrement devrait avoir confiance en nous dans le traitement. On fait des articles approfondis, on croise les informations, etc. Et depuis quelques temps, dernièrement en tout cas, parce que j'ai eu avant accès au SCR, par exemple, concernant quelques chiffres en Tunisie, parce que ça change tout le temps. Par exemple, le nombre des Soudanais qui arrivent ici en Tunisie, sont beaucoup plus nombreux maintenant vu la crise, la guerre au Soudan. Donc, il faut avoir de l'information auprès du UNHCR. Mais on fait quand même notre travail, on est sur le terrain, on interroge les personnes concernées pour pouvoir contourner un peu ces obstacles, cette forme d'opacité. Voilà. Mais j'insiste sur ce point, les médias indépendants risquent vraiment de ne plus exister en Tunisie. Oui, ils travaillent au péril de leur existence. Ou bien
parce qu'on risque d'être arrêté, ou bien parce qu'on risque de ne plus accéder à nos financements. Du coup, qui va traiter ces questions-là? De quelle manière ils vont le faire? Oui. Et là, c'est plus une menace, ça devient tangible. Oui. C'est tout un pan des faits qui est totalement occulté et obscurci. On le voit maintenant après ce qu'on dit Rihab et Rima. Parfois et souvent, la couverture est rendue difficile, voire impossible. On n'a pas le même contexte politique en Europe ou en France en particulier. Mais on a quand même parfois des difficultés. Raphaël, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des difficultés et des obstacles sur cette question-là en particulier ? Le premier obstacle, c'est les rédactions, puisque alors moi j'ai pas ce problème parce que je travaille principalement pour France Culture, je suis freelance et à chaque fois que je propose un projet, généralement il est accepté. En revanche, l'espace alloué au reportage ou au documentaire se réduit depuis 20 ans, même sur nos antennes. Donc c'est difficile de trouver de la place pour ce reportage. En revanche, j'ai beaucoup de confrères qui me disent, quand ils proposent un sujet migratoire, la réaction c'est « Oh non, tu nous embêtes avec les migrants, on l'a déjà fait la semaine dernière ». Donc il y a ça. Les budgets alloués au reportage sont en baisse. Les rédactions sont de plus en plus contraintes. Je pense à RFI, je pense à Radio France d'une façon générale, ce qui rend plus difficile la compréhension et notamment la documentation des atteintes aux droits. Parce que pour documenter les atteintes aux droits, il faut être sur le terrain, il faut être longtemps sur le terrain. Ce qui se passe à Briançon, ce qui se passe au large de Calais, quand il y a des pushbacks, quand il y a des manœuvres non conformes opérées par la police aux frontières au large de Calais, on ne peut pas le documenter. Lorsque des enfants sont renvoyés dans la montagne, la nuit, en hiver, c'est compliqué de le documenter et ça se passe. Et lorsqu'on le documente, ça n'a pas la place, je dirais, dans la hiérarchie de l'information. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que, tiens, un enfant qu'on abandonne dans la neige, ça pourrait faire la une, ça pourrait provoquer, je sais pas, la démission du ministre de l'Intérieur dans un pays idéal. Et donc cette hiérarchie de l'information, elle me semble pas du tout conforme à la gravité des faits que l'on peut observer. Ensuite, l'accès aux sources est assez difficile. Il n'est pas rare qu'un préfet, une demande d'interview à un préfet soit refusée, avec pour motif « nous ne voulons pas communiquer », comme si la question était de communiquer. La question, c'est de répondre à des questions dans une société démocratique pour comprendre ce qui se passe, pourquoi ceci ou cela. Ensuite, il y a aussi la réduction de la carte. Et mes consoeurs en parlent très bien. Quand je parle de la réduction de la carte, c'est la possibilité pour nous d'aller en Tunisie. Moi, je sais que si je vais travailler en Tunisie, je prends des risques. La Libye, c'est quasiment impossible. La dernière fois que je m'y suis rendu, c'est en 2011, donc c'est il y a 14 ans. Donc ça, c'est très difficile. Et aussi les trous noirs dont parlait Sophie, où effectivement, ce qui se passe au large de Calais, ce qui se passe au large de Lesbos, ce qui se passe en Méditerranée centrale et ce qui se passe entre Mayotte et Anjouan. Je reviens d'un long séjour à Mayotte et j'ai l'impression que ce qui s'y passe préfigure un petit peu de ce que nous allons vivre dans les prochaines années. Donc, aucun chiffre sur les morts en mer disponible. Les derniers disponibles, c'est rapport sénatorial de 2012, et encore, on se demande d'où sortent leurs chiffres. Donc ça, c'est très problématique. On est sur une fourchette de milliers à dizaines de milliers de morts entre Anjouan et Mayotte depuis la fermeture de la frontière en 1995. Mayotte, ça fait écho à ce que nos deux consoeurs viennent de nous dire, c'est-à-dire que les gens ont peur de parler parce que le risque de se faire paffer. Donc se faire paffer à Mayotte, ça veut dire être attrapé par la PAF, conduit au CRA, renvoyé en juin, et revenir 2 jours plus tard en prenant le risque d'un naufrage dans le bras de mer qui sépare Anjouan à Mayotte. Donc la police aux frontières arrête les gens au point d'eau, devant les hôpitaux, devant la préfecture,
Et les associations, je pense notamment à la CIMAD, au GISTI, qui doivent fermer leurs portes parce qu'elles sont menacées, un peu comme ce que tu disais, Sophie, à telle enseigne qu'en France, aujourd'hui, moi, quand j'entends parler d'un village, je ne sais pas, paumé quelque part, qui accueille 10 réfugiés et que ça se passe très bien, ben, je préfère ne pas en parler. Parce que pour vivre heureux, vivons cachés, dans la mesure où tous les événements survenus en Loire-Atlantique, dans les Côtes d'Armor et ailleurs, après l'ouverture d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est une stratégie d'agit-prop qui fonctionne très bien, où quelques personnes, à peine une dizaine, vont manifester dans un village, vont menacer, vont distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres et font reculer le maire ou les pouvoirs publics. Donc voilà, moi je sais que dans ce genre de sujet, j'évite d'en faire la publicité. Et puis, je parlais de la carte qui se réduit, mais il y a aussi toute la question de l'externalisation des frontières, c'est-à-dire et de l'encampement des gens. On a une invisibilisation des exilés, des réfugiés, des migrants à Paris, en France d'une façon générale, donc c'est très difficile d'y avoir accès parce que les gens se cachent pour ne pas se faire arrêter. Et ensuite, il y a toute la politique qui se met en place sur les hotspots. On pense notamment aux camps qui existent en Grèce, où l'accès à la presse est très contraint, pour ne pas dire impossible. Et donc, on ne peut pas... seules quelques voix peuvent rapporter les atteintes aux droits, les conditions de vie exécrables. Donc ça rend extrêmement difficile notre travail. Et je terminerai par... à Mayotte, le préfet, après une interview un peu houleuse, m'a menacé de me couper une couille si je révélais les informations qu'il m'avait dites en off. Donc l'ambiance se tend et je suis très très inquiet pour l'avenir, en tous les cas pour la couverture de ces questions, et pas seulement de ces questions, tous les sujets qui sont en ligne de mire par l'extrême droite. Merci. Je vous rejoins sur la nécessité d'aller longtemps quelque part pour couvrir un sujet. De notre côté, Info Migrants, on a expérimenté cette année quelque chose de différent. On a fait une délocalisation d'un mois entier d'une partie de la rédaction à Calais. L'idée était d'en parler autrement, de manière plus précise, plus rapprochée. Peut-être pour conclure, le mot de la fin à vous, Sophie. À votre avis, comment pourrait-on parler de la migration et puis de ce qui se joue réellement en mer différemment ? Il y a deux axes, à mon avis. C'est l'humanisation, parce que si on perd l'humanisation, le côté humain de chaque personne, on est dans la déshumanisation. Et la déshumanisation, on le sait très bien, ça mène à quoi ? Ça mène au génocide. Et je fais référence à d'autres sujets très, très importants qui se déroulent aujourd'hui sur la planète, notamment à Gaza. Donc, c'est vraiment déjà cet axe-là, de suivre les parcours des personnes, de comprendre leur trajectoire, leur vie, leur motivation, leur ressort, et tout ce qu'il y a de positif autour aussi, et non pas de forcément misérabiliste ou de dramatique ou de anxiogène chez chacune de ces personnes, qui sont en général très fortes en plus. Et puis, il y a cette dimension plus géopolitique, politique tout simplement. Vraiment, moi, je suis choquée par l'absence, encore une fois, de transparence sur ces sujets. Et je sais qu'il y a une journaliste, j'ai oublié son nom, qui avait essayé d'investiguer sur les transferts de fonds entre l'Union européenne et la Libye, notamment pour le soutien, l'équipement des gardes-côtes libyens, etc., mais qui s'était trouvé face à des murs et qui a été jusqu'à des procédures de recours face à... Alors, je ne sais pas exactement quel instant, je crois, la Cour européenne des droits de l'homme, il me semble. Mais on est face à une totale opacité. Donc la démocratie, elle a commencé à disparaître, je pense, déjà en Europe aujourd'hui. C'est très inquiétant, effectivement. Et ça me semble essentiel, ce travail d'investigation.
Et je rebondis aussi sur ce que disait Raphaël tout à l'heure en introduction, les voix des chercheurs aussi. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à être plus entendus et audibles, toutes ces personnes qui travaillent sur des sujets Enfin, je pense que là, il y a des pistes de travail conjoint à faire et à creuser. Juste un point justement sur l'humanisation, parce que même en Tunisie, on parle de migrants en termes de chiffres. Alors les chiffres sont contradictoires entre plus de 50 000, puis le ministère de l'Intérieur, justement, la première fois et les dernières fois qu'ils ont communiqué sur cette question, il a été auditionné au Parlement, il a donné quelques chiffres. Le lendemain, juste quelques jours après, il a été éjecté. Donc je ne sais pas si c'est dû à ça ou pas, mais même le rapport qu'il a présenté, c'est en des termes très sécuritaires. Le nombre, justement, on a vu comment la Tunisie, en fait, joue le rôle de garde-frontière de l'Europe, même si le président de la République dit tout à fait le contraire. Donc on voit ça. Mais c'est un autre sujet. Mais c'est l'humanisation. C'est ce qu'on essaye de faire à Nawet, ce que j'essaye de faire moi-même, de parler de ces gens-là. Il y a des personnes derrière, des récits, il y a des femmes, il y a des situations très difficiles. Pourquoi leur donner la parole. Leur donner la parole, c'est très important d'humaniser. Je ne sais pas si on peut toucher deux personnes sur 100. C'est difficile de parler de ces questions, d'être audible, mais on les touche par ce biais-là. C'est très important. Peut-être juste un dernier point sur lequel aussi je me questionne en entendant Raphaël dire qu'il vaut mieux laisser de côté le petit village qui a assez de réfugiés et où ça fonctionne bien, même si éventuellement la moitié de la population s'est mobilisée. Mais ces histoires positives aussi, parce qu'en fait on se laisse enfermer dans un discours totalement anxiogène, négatif. Et comment est-ce qu'on peut parler plus ? Je ne sais pas si c'est possible. Je ne crois pas qu'il faille parler plus, parce que Le Monde a sorti une étude récente sur... plus on parle des migrations, plus on conforte les détracteurs et les contenteurs dans leurs opinions. Je crois qu'il faut en parler mieux. C'est-à-dire avoir davantage de moyens. Mais justement, sur ces initiatives qui aboutissent à des villages qui renaissent, des écoles qui sont sauvées, des mobilisations villageoises incroyables, il y a des très belles histoires aussi. Et en fait, il y a des histoires très positives. Et en fait, on se laisse vampiriser par ces oiseaux de mauvais augure qui ne parlent que de malheur et de choses négatives. Donc, comment faire aussi pour redonner un peu ce positif et ces histoires de société qui ne sont pas toutes négatives. Plus de moyens, vous diriez, c'est ça ? Oui, parler mieux des migrations. Parler mieux, donc, grâce à plus de moyens. Je ne sais pas s'il y a de les moyens de parler. S'il y a l'ouverture dans les médias, parce que moyens, c'est peut-être pas ça qui fait du chiffre, c'est peut-être pas ça qui fait de l'audience, c'est peut-être pas ça qui intéresse. Je ne sais pas, mais c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que si on n'avait pas... si on lançait ces recherches, ces enquêtes sur des histoires qui marchent et qui sont intéressantes aussi et qui sont motivantes et qui donnent envie, je ne sais pas, de s'engager, non qui redonnent de l'espoir. Est-ce que ça ne pourrait pas aussi changer le regard ? On ne peut que l'appeler de nos voeux, donc plus de récits de migrants, plus d'histoires positives, parler mieux. Et vous, Rima, qu'est-ce que vous diriez pour qu'on parle différemment, en tout cas, de cette question ? أنا برأيي بالنسبة لليبيا يعني بشكل خاص نحن نحتاج إلى منصات يعني تتحدث عن المهاجرين بطريقة إنسانية وهذا طبعا لا يتوفر في الإعلام الرسمي ولا حتى الإعلام الخاص الليبي. نحن نحتاج إلى دعم لإنشاء منصات هي خاصة تتحدث عن هؤلاء المهاجرين، عن قصصهم، عن لماذا أتوا، ما هي ظروفهم، ما الذي أجبرهم على عبور هذه الرحلة، رحلة الموت وتحمل كل مشاقها للوصول إلى حياة أفضل. نحتاج إلى دعم الصحفيين المستقلين الذين يتحدثون عن هذه المواضيع. نحتاج إلى الحديث أكثر عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون الذين يغطون هذه القضايا.
أيضا هناك لا ننسى أيضا نشطاء السوشيال ميديا الذين يتعرضون كل يوم للاعتقال والمضايقات والتهديدات والوصم الاجتماعي بأنه هو متواطئ أو عميل لجهات خارجية. هذا كله يحتاج إلى نوع من التكاتف الدولي، التكاتف العالمي، باعتبار أن دول جنوب البحر المتوسط هي معنية بهذه القضية وتحتاج إلى دعم لتغطيتها ولأن نحكي القصة من وجهة نظرنا أو كما نراها على الأرض. هذا الأمر ليس بالسهل في الإعلام الخاص أو الليبي. شكرا لكم. Je crois qu'on arrive au terme du temps qu'on peut occuper. Je vous remercierai tous pour votre participation à ces débats qui étaient riches. Et avec ces notes optimistes, on va clore cette table ronde. Voilà. Des questions ? Je ne sais pas si on a le temps de prendre des questions. Je ne sais pas si quelqu'un de l'organisation est là pour nous dire si on a le temps, mais pourquoi pas ? Des questions ? Merci. Moi, c'est Richard Ndaïchimiye. Je suis le coordinateur national de l'Association burundaise d'éducation aux médias et à l'information. Je vais d'abord remercier tous les panélistes pour les présentations. D'abord, j'ai des questions pour Amara et l'autre de Nawat. Le nom m'échappe un peu. La première question, est-ce que vos émissions ont un impact pour les communautés africaines par rapport au sujet des migrations clandestines? Deuxième, quand vous échangez avec les jeunes qui veulent migrer, comment ils vous considèrent-ils? Aussi, j'aimerais aussi faire une intervention sur votre panel. Le rôle des médias et des organisations de la société civile, notamment nous, dans la lutte contre les migrations clandestines est très importante. Donc, c'est à nous de s'engager pour dévoiler les bonnes informations nécessaires au public. Je considère la bonne information comme une nourriture. Messieurs, bonsoir. Notre soirée débat va commencer dans quelques instants. Ok, merci, je clôture. Je vais répondre, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, rapidement, concernant comment ça se passe, qu'on a les échos par rapport aux personnes concernées, aux migrants en Tunisie. On n'a pas fait d'études quantitatives sur ça, c'est pas notre boulot non plus, mais on est en contact avec eux. Mais on est en contact avec eux, donc on parle avec eux. Il y a de la peur aussi de leur part parce qu'ils sont attaqués par des médias, donc ils sont réticents à parler à certains médias. Quand on leur explique qu'on est un média indépendant, quand moi-même je leur montre nos articles, etc., ils sont coopératifs, ils nous parlent, il n'y a pas de souci, juste il faut préciser de quel média on appartient, parce qu'il y a de la peur aussi de parler avec certains d'entre eux. Je crois qu'on va laisser la place au panel suivant. On reste là. Si vous voulez discuter avec les panélistes à l'issue de ce débat, je pense que ce sera tout à fait possible.